Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour, chers auditeurs de RDT, pour ce deuxième podcast de l'année 2025. Et comme nous l'annoncions lors du dernier podcast, le premier de cette année, nous avons dit que nous entreprendrions une sorte de synthèse de l'année 2024 afin de se projeter ensuite sur 2025. 2025 qui a d'ailleurs très bien commencé, si on peut dire, point de vue certain, un peu ironique, avec les déclarations intempestives de Donald Trump, qui semble vouloir reprendre à la fois le Groenland, le Panama, le Canada, et etc. Si d'autres s'ajoutent à la liste. Donc 2024, c'était une année d'élections partout dans le monde, et avec notamment des grandes élections qui nous concernent au premier chef, les élections évidemment taïwanaises qui ont marqué le début de l'année, avec la réélection donc d'un candidat DPP, la troisième fois de suite qu'un candidat DPP, c'est-à-dire du Parti démocrate progressiste, est élu. Donc la première fois dans l'histoire de Taïwan qu'un candidat du même parti est élu 3 fois de suite. Donc il y avait eu avant 2 mandats pour le DPP, 2 mandats pour le KMT, mais là c'est le 3e mandat pour le DPP, ce qui signifie qu'il y a malgré tout une plateforme populaire assez importante, au moins au niveau des grandes questions nationales. Alors cette élection de 2024, donc de Lai Ching-2, donc William Lai, alors aujourd'hui il faut dire plutôt Lai Ching-2, donc cette élection de Lai Ching-2, elle était importante, elle a marqué le début de l'année 2024, avec aussi ses ambiguïtés, puisque s'il a remporté la présidentielle, il y a eu aussi un parlement qui n'a pas eu la majorité du DPP et qui est d'une courte majorité, si on ajoute les 2 voix de l'opposition, donc du parti de Ko-Wen-je, donc qui est en ce moment dans des troubles financiers et judiciaires extrêmement complexes. On va pas revenir sur ça. Et donc les sièges du KMT, une courte avance qui en fait crée une forme de trouble continu sur toute l'année, qui continue encore au niveau des processus démocratiques. Et c'est là peut-être aussi en ça que l'élection taïwanaise marquait aussi le début de cette année, c'est que l'année 2024, c'est une année d'élection, mais aussi une année encore de troubles démocratiques, une année qui marquera peut-être, comme je l'évoquais parfois, la notion de déconsolidation des démocraties. Ça veut dire quoi, déconsolidation? Ça veut dire que pendant en fait plusieurs années, plusieurs décades, les politistes ont développé le concept de consolidation démocratique, c'est-à-dire comment est-ce que les États nouvellement démocratiques, puisqu'il y avait une vague démocratique après la Deuxième Guerre mondiale et ensuite après la chute du mur de Berlin, comment est-ce que donc ces 2 vagues démocratiques pouvaient se concrétiser dans des systèmes stables? On voit qu'en Afrique, c'est extrêmement instable, les systèmes démocratiques qui sont mis en place. Comment est-ce que donc en Asie, il y a eu une sorte de success story dans les États où la démocratie a pu se mettre en place, donc Corée du Sud, donc Japon, Corée du Sud, Taïwan, etc. Et en même temps, donc à partir de 2024, on voit un processus de déconsolidation démocratique qui affecte en fait toutes les démocraties dans le monde, asiatiques, européennes et américaines. Et donc la deuxième grande élection, ça a été à l'élection de Narendra Modi en Inde, et là aussi, si Narendra Modi a bien été réélu, donc pour un 3e mandat, il n'a pas aussi complètement la majorité. Ses voix en termes de parlement ont été restreintes par rapport au précédent mandat, donc il doit composer avec une opposition qui n'a moins de pouvoir et qui est moins, on va dire, virulente que par rapport à ce qui peut se passer à Taïwan. Mais il y a quand même ici cette balance des pouvoirs qui est, si elle est, on va dire, actualisée, activée de façon rationnelle et stable et au bénéfice de la démocratie, si elle n'est pas instrumentalisée et si elle n'est pas conduite pas à des conflits et à des impossibilités de progresser
dans le processus démocratique. Et évidemment, dans ce cadre-là, des troubles démocratiques, se place aussi l'épisode de dissolution du Parlement en France, de sa réélection, de la recherche d'un Premier ministre, d'un gouvernement qui en fait s'est allé ensuite sur toute l'année en France, qui continue encore d'être extrêmement, on dirait, chaotique, ou en tout cas extrêmement fragile. Ensuite, donc évidemment, troisième grande élection auquel on peut penser, parce qu'elle affecte l'ensemble du monde, c'est l'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump qui a été réélu après un premier mandat qui a été suivi du mandat de Joe Biden. Donc cette réélection de Donald Trump, on a essayé aussi de l'expliquer nous-mêmes dans un article qu'on avait fait pour Le Monde. Donc je renvoie les lecteurs, les auditeurs à cet article qu'on a publié dans Le Monde sur l'élection de Donald Trump aux États-Unis et comment cette élection est là aussi traduit à la fois la vivacité et en même temps la fragilité du processus démocratique qui en fait, donc la difficulté du processus démocratique, c'est que donc il donne à chacun évidemment la liberté de voter, mais cette liberté de voter, elle était à l'origine basée sur la capacité, l'habilité, la compétence d'un choix libre et rationnel, et c'est aussi ce qui est en question dans ces choix démocratiques. Et l'élection de Donald Trump, alors on sait maintenant qu'en fait l'écart de voix est plus réduit que ce qu'il avait pensé, ce qui semblait au départ, l'écart de voix final entre Kamala Harris et Donald Trump. Donc il est moins grand que ce qu'on pensait au départ, même si il a remporté un certain nombre d'États clés qui avant étaient des swing states, qui ont basculé majoritairement dans le camp républicain, ce qui donne là, par contre, les pleins pouvoirs à Donald Trump en termes à la fois de présidence et du Parlement et du Sénat. Et donc là, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement différent, extrêmement aussi, on va dire, préoccupant dans la mesure où Donald Trump s'est entouré d'un certain nombre de personnes qui ont des positions plus ou moins controversées. On pensera évidemment à Elon Musk, qui est à la fois l'homme le plus riche du monde, un des plus influents du monde avec en tant qu'il dirige la plateforme X, anciennement Twitter, et qui est aussi un poste quasi ministériel au sein du gouvernement de Donald Trump. Donc, et celui-ci a utilisé depuis le début des élections sa voix pour faire un certain nombre de déclarations géopolitiques, notamment en donnant son soutien aux extrêmes droites différentes européennes, en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc, on voit que c'est un paysage politique qui a complètement en fait changé, qui a été bouleversé en 2024. À cela s'ajoutent aussi des réélections au Japon avec des candidats qui n'ont pas le soutien populaire, et évidemment au niveau démocratique, la dernière grande histoire de cette année 2024, c'est le processus de loi martiale qui a été engagé par l'ancien président Yoon, qui a été ensuite depuis destitué. Et là encore, donc, comme nous l'avons dit tout de suite, nous l'avons dit attention, donc ne pas voir ces événements, le fait que après la destitution les gens sont allés dans la rue, le fait que le Parlement a immédiatement bloqué la loi martiale, etc. Ne pas voir ces événements simplement comme une forme de résilience et de victoire de la démocratie sud-coréenne. Il faut comprendre aussi que le chef de l'opposition a un passé extrêmement trouble du point de vue financier, du point de vue juridique, du point de vue géopolitique, et que donc ce revirement d'un camp à l'autre n'est pas forcément un signe de santé démocratique. La destitution du président n'est pas forcément un signe de santé démocratique, d'autant que aujourd'hui on est aussi en Corée du Sud dans un gouvernement politique qui est extrêmement instable. Et on ne sait pas encore exactement ce que va produire au final cette loi martiale avortée. En tout cas, ce qui semblerait, c'est qu'elle a fragilisé la démocratie et sud-coréenne, et cela sur la base d'une menace qui était ressentie à tort ou à raison, et en partie aussi à raison par l'ancien camp présidentiel.
au niveau notamment des alliances possibles entre le parti d'opposition et la Corée du Nord. Donc ça, c'est au niveau démocratique. Au niveau ensuite des événements géopolitiques, peut-être on va s'arrêter sur là. L'événement pour nous le plus important, c'est l'envoi de troupes nord-coréennes en Russie. On en a déjà parlé dans plusieurs émissions. Pourquoi c'est du point de vue quantitatif, c'est pas grand-chose. Du point de vue, ça n'a pas changé l'histoire de la guerre, ça n'a pas changé l'état du front, mais ça montre une chose sur laquelle on a insisté aussi en cette fin d'année, c'est-à-dire le fait que les théâtres d'opération ne sont pas étanches. C'est-à-dire que une chose qui se passe à la frontière de l'Europe de l'Est, est liée aussi à ce qui se passe en Asie, et cet envoi de troupes nord-coréens en Russie, qui ne pourrait pas se faire complètement sans l'aval de la Chine, même si la Chine n'est pas forcément très heureuse du fait que la Russie et la Corée du Nord nouent un partenariat, on va dire direct, qui passe pas par le grand frère chinois. Voilà, ça c'est quelque chose évidemment qui est peut être aussi l'objet de friction, mais ça dénote une forme de continuité entre les théâtres européens et asiatiques, et cette continuité, elle se démontre aussi dans l'exercice militaire croisé entre la Chine et la Russie, et lié évidemment à une perspective pour la Chine qui a multiplié l'exercice militaire autour de Taïwan, et même sur la première chaîne d'îles du Japon jusqu'en Chine, avec des exercices militaires de blocage en cette fin d'année. Et évidemment, ici, si la Chine aide la Russie en Ukraine ou refuse de mettre son veto, c'est parce que évidemment elle attend aussi une aide possible, ou en tout cas une neutralité en cas d'agression chinoise, que ce soit sur les Philippines, ça paraît peu probable à cause du traité mutuel de défense avec les États-Unis, ou sur Taïwan. Et c'est là véritablement, évidemment, l'énigme qui se pose par rapport à la suite. Et c'est sur ce point que les dernières déclarations de Donald Trump sont les plus en fait préoccupantes, sans doute, même si elles ne concernent pas directement l'Asie. Elles peuvent avoir des conséquences directes pour l'Asie, pour la Chine et pour Taïwan. Mais ça, on en parlera lors de la prochaine émission. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.